Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Michel. bienvenue à notre second Carac Éco et Marché. Très rapidement, je vous représente comme la dernière fois. Vous êtes donc président des Cahiers Verts de l'économie depuis 17 ans, la meilleure référence en France en matière de conseil en stratégie d'investissement. Et la Carac est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, en particulier pour nous aider à décoder l'économie et évidemment les impacts que cela peut générer sur l'épargne de nos adhérents. Absolument. Très bien. Alors, j'ai voulu prendre mon plein ce week-end. 2,25 €, ça pique très fort. Quand je pense qu'il y a 3 mois, ça valait à peine 1,60 €. Alors, expliquez-nous un peu comment a-t-on pu en arriver là et surtout, qu'est-ce que le cessez-le-feu annoncé le 7 avril peut changer? Écoutez, le prix des produits dérivés du pétrole est le plus ou moins, ça dépend des pays, ça dépend de la structure de leur fiscalité, mais il est quasi instantané. Donc le prix de l'essence, du diesel, a mécaniquement augmenté dans la foulée du mini-choc pétrolier qu'on a connu depuis le 28 février, puisqu'on était juste avant l'entame de l'attaque américaine le 28 février. On était autour de 70 $ le prix du baril de Brent et on est monté jusqu'à un niveau proche de 120 $. Donc il est normal, en l'espace de 4-5 semaines, il est normal que le prix de l'essence augmente dans ces configurations-là. On l'a toujours vu dans tous les chocs pétroliers, hein, sans remonter aux années 70, mais on l'a vu lorsqu'il y avait eu des tensions déjà avec l'Iran au cours des 3 dernières années. On l'a vu au moment de la crise libyenne en 2011, on l'a vu dans des multiples occasions, et notamment lors des chocs géopolitiques qui ont frappé le Moyen-Orient. Voilà. Donc, à votre avis, est-ce que cet impact est durable? À votre avis, est-ce que je dois stocker de l'essence dans mon garage? Alors, stocker de l'essence dans votre garage, c'est une très mauvaise idée d'un point de vue de la sécurité. Puis de toute façon, le mieux, c'est de passer à l'électrique, hein, si je pouvais me permettre. Et d'ailleurs, la chance, entre guillemets, entre guillemets de ces événements, c'est d'accélérer un petit peu la transition énergétique sur le moyen terme. Là, je parle de conséquences à moyen terme. Mais indépendamment de ça, ça n'a pas grand sens de stocker de l'essence, même si vous êtes très sensible à ce point, notamment pour les gens qui commutent en voiture chaque jour, qui font des longues distances. Je pense en particulier aux personnes de province. Ça n'a pas grand sens, car la volatilité risque de rester très élevée au cours des prochaines semaines. Est-ce que vous considérez que sur les grands indicateurs macroéconomiques, je pense évidemment à l'inflation, je pense à la croissance, et évidemment, en conséquence, les indicateurs sur les déficits budgétaires, est-ce que la crise actuelle peut générer des conséquences graves? Grave, non. Je ne pense pas en l'état actuel des choses, bien évidemment, hein. Sur l'inflation, là encore, c'est plus immédiat, dans la mesure où ça se répercute directement à cause de la hausse des prix de l'énergie. Également, là, c'est plus indirect, mais la hausse du prix du fret maritime, également, qui concerne pas seulement les produits énergétiques, comme le GNL ou le pétrole. Le GNL, rappelez-moi ce que c'est le GNL? Eh bien, c'est le gaz qui peut non liquéfié, qui peut se transporter d'une région du globe à l'autre. Parce qu'il est aussi concerné par cette crise. Ah ben bien sûr. Il n'y a pas que le pétrole. Ben non, les exportations du Qatar Ouais. passent pour beaucoup dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique et donc par le détroit d'Ormuz. Et donc le gaz naturel et le pétrole augmentant, c'est un impact très direct. Il y a aussi l'augmentation du coût du fret maritime, il y a les prix des engrais qui sont également indirectement concernés, il y a un certain nombre de produits aussi importants qui passent par le détroit d'Ormuz et donc qui sont concernés potentiellement. Donc l'inflation, bien évidemment, va augmenter mécaniquement. Même si la crise s'arrêtait aujourd'hui, mécaniquement, elle va augmenter. Sur la croissance, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend d'autres phénomènes que de l'inflation. Ça dépend des conditions macro-financières. Si elles se dégradent trop, évidemment, il va y avoir un impact sur la croissance. Si les bourses baissent, si les taux d'intérêt montent, par exemple. Est-ce que c'est pas ce qu'on constate Si, mais après, si vous voulez,
une baisse du marché action, par exemple, de un mois et demi, c'est pas suffisant, si vous voulez. Il faut d'autres circonstances. Il y a la confiance également. C'est l'incertitude géopolitique. En général, quand l'incertitude géopolitique monte, la confiance des entreprises et des consommateurs a tendance à baisser. Et à ce moment-là, pour les entreprises, c'est les dépenses d'emploi, les dépenses d'investissement qui vont se contracter ou moins augmenter. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle un choc énergétique, un choc géopolitique de cette nature, c'est stagflationniste, comme on dit. Stagflation, oui, c'est compliqué ce mot-là. Alors, inflation monte, donc ça, c'est la partie inflation, et stag, c'est la croissance qui baisse. Donc, ah oui, stagnation. Stagnation, enfin, disons la croissance qui baisse, ralentissement au moins, voire récession. Et donc, on appelle ça, depuis les années 70, stagflation. C'est-à-dire la coexistence quasi simultanée d'un phénomène inflationniste et récessif ou favorable à un ralentissement assez sévère. Voilà. Alors aujourd'hui en France, si je me souviens bien, la croissance est autour de 1% et l'inflation aussi. Donc de votre point de vue, ce début de crise qu'on constate depuis un mois et demi, qu'est-ce que ça peut générer comme évolution sur ces deux agrégats? Ça va faire monter mécaniquement l'inflation. Alors, pas à des niveaux non plus de ceux qu'on a vus en 2022, par exemple. En 2022, on avait une inflation au début d'année qui était déjà très forte à cause du choc post-Covid, qui avait généré des goulets d'étranglement un petit peu partout dans le monde, notamment pour la navigation maritime. On avait une croissance de 2021 qui était très forte. On avait des tensions sur le marché du travail. Donc, on n'en est pas là. On ne va pas monter à des niveaux d'inflation à 2 chiffres comme on l'a connu en Europe à l'automne 2022. Mais on peut monter vers les 3,5. Ah, quand même. Ah, bah oui, en Europe, d'une manière générale, c'est plutôt élevé par rapport à ce qu'on avait en début d'année. Mais ce n'est pas comparable, en termes d'inflation, ce n'est pas comparable à ce qui s'est produit lors du dernier grand choc pétrolier, choc énergétique, qui était également un choc gazier à cause, évidemment, de l'intervention russe en Ukraine. Et donc, c'est moins inflationniste qu'en 2022, mais c'est un petit peu plus négatif pour la croissance. Ce qui avait surpris en 2022, c'est que la croissance américaine avait bien résisté. C'est pour ça que le marché action n'avait pas trop, finalement, si fortement baissé que ça. Enfin, disons 25%, c'est quand même pas totalement négligeable. Mais on aurait pu craindre, après un resserrement monétaire extraordinairement puissant, violent, et un choc inflationniste qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans, que ça baisse plus. Et si ça n'a pas baissé aussi fortement, c'est parce que la croissance américaine a bien résisté. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous considérez que la croissance américaine peut souffrir de ce contexte? On l'a vu, on les pensait assez indépendants avec leur propre production de pétrole, le fameux WTI, cet indicateur un peu parallèle au cours du Brent. Pourtant, le prix du plein aussi aux États-Unis augmente fortement. Est-ce que vous ne croyez pas que la croissance américaine va aussi souffrir? Oui, elle va un peu souffrir parce qu'ils sont exportateurs nets d'énergie, en particulier sur les hydrocarbures. Donc, ils sont plus protégés que nous, Européens, qui sommes importateurs nets. Mais l'effet prix est mondial. Voilà. Il se diffuse dans toutes les zones du globe. C'est la porosité, en fait, interpays. Donc, d'un côté, on voit quand même un risque de hausse des prix et d'accélération de l'inflation. De l'autre, la croissance qui peut commencer un petit peu à ralentir. Moi, dans tout ça, je me dis, que vont faire les banques centrales? Les banques centrales, d'abord, la Réserve fédérale est beaucoup plus proactive. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ce dérapage un petit peu à la hausse de l'inflation, les banques centrales vont resserrer leur politique monétaire? Resserrer, alors tout va dépendre des événements. On n'a pas encore parlé de l'accord de cette nuit, mais on va peut-être en parler, parce que tout va quand même dépendre de la situation géopolitique. Voilà. Mais les banques centrales peuvent être légitimes à resserrer la politique monétaire ou à moins l'assouplir, dans la mesure où elles sont là, pas seulement pour lutter contre l'inflation présente, le choc inflationniste direct, si je puis dire, mais elles sont là aussi pour ancrer les anticipations de moyen terme, faire en sorte que ça ne s'emballe pas sur le moyen long terme. Et de ce point de vue, il peut être utile pour elles de lancer des signaux aux agents économiques, c'est-à-dire aux entreprises et aux ménages. Même si là, on peut penser que le choc inflationniste, comme je le disais tout à l'heure, sera beaucoup plus faible qu'en 2022. Mais il est normal. Alors les marchés se sont un petit peu emballés. Les futurs de taux directeurs d'ici la fin de l'année en Europe sont montés à
à 3 hausses de taux directeurs. Ça me paraît, même en l'état actuel des choses, excessif. Mais disons, une hausse des taux directeurs de la BCE pourrait se justifier. Voilà. Provisoire, bien sûr, mais elle pourrait se justifier. Et aux États-Unis également? Aux États-Unis, en début d'année, on priçait presque 2 baisses de taux directeurs, parce que, encore une fois, les États-Unis, la Banque centrale des États-Unis est beaucoup plus pro-croissance qu'en Europe. Et donc là, c'est fini. C'est fini. Les 2 baisses de taux futures de la Fed ont été annulées par les marchés d'une certaine manière. Et là, on est plutôt pour le statu quo. Voilà. D'accord. Donc, dans un contexte où quand même les politiques monétaires sont un petit peu orientées, non pas vers un assouplissement, mais plutôt vers un resserrement, est-ce que tout ça n'est pas un peu délicat pour les marchés actions? Est-ce qu'on ne va pas avoir des baisses très violentes comme celles qu'on a pu connaître depuis quelques semaines? Vous avez une montée de l'inflation, vous avez moins d'assouplissement monétaire, vous avez un impact sur la croissance, donc sur les bénéfices futurs des entreprises cotées. A priori, ce n'est pas très positif pour le marché action. Ça ne peut pas être positif pour le marché action. Vous voulez dire à court terme? À court et moyen terme, ça va dépendre des événements géopolitiques, encore une fois. Là, on est à 5 semaines et demie, là, au jour où on parle, là, aujourd'hui. Nous sommes le 8 avril. Plus ça dure et plus c'est intense et plus c'est négatif pour la croissance et pour l'inflation et donc pour les perspectives des marchés, fondamentalement. Donc, ce qu'on peut dire, en plus, s'agissant du marché action américain, c'est que la valorisation a un peu baissé, mais elle reste très élevée, la prime de risque est faible, le sentiment de marché n'est pas descendu. Le marché action américain est resté, dans l'ensemble, assez complaisant, je dirais, assez optimiste, pour dire les choses plus clairement. Il n'a jamais cru à une déflagration. Au maximum, le marché action a dû baisser de 7-8% aux États-Unis, et à peine. Et en Europe, un peu plus, ce qui est normal. Et là, au jour où on parle, enfin, par rapport à la cotation d'hier, on est à moins 4 à peu près, moins 4, moins 4,5 à peu près. Donc c'est très faible. C'est très faible. Par rapport au potentiel disruptif de cet événement majeur, qui est l'intervention Epic Fury depuis le 28 février. C'est la raison pour laquelle il reste fragile. Mais alors, compte tenu de l'accord, entre guillemets, qui s'est produit cette nuit, à 2 heures du matin, un petit peu avant 2 heures du matin. Mais il est bien évident qu'à court terme, cet accord, enfin cette entame de négociation, puisqu'il va y avoir une négociation au Pakistan, directe avec des représentants américains, des représentants iraniens, c'est un facteur de soulagement pour les marchés quand même. Donc, si on en revient au marché et aux conséquences qu'il y a pu avoir sur les marchés financiers, vous nous dites que les actions ont finalement baissé, mais pas autant qu'on pouvait le craindre. Voilà. Quid des autres actifs? Par exemple, comme les taux, par exemple, comme les matières premières. Je pense en particulier à l'or, qui a eu une performance assez impressionnante depuis quelques années. Quelles ont été les réactions de ces actifs? Sur les marchés de taux, dans la mesure où le choc est inflationniste, qui se traduit par un rebond des anticipations d'inflation et des anticipations de resserrement monétaire, les taux ont tendance à monter. Donc la valeur des obligations dans les portefeuilles a tendance à un petit peu baisser. Donc c'est pas les chocs stagflationnistes ont l'inconvénient d'être négatifs pour les actions et pour les obligations. Et d'ailleurs, en 2022, lors du dernier grand choc stagflationniste, après la guerre d'Ukraine, les obligations avaient baissé pendant très longtemps, jusqu'à l'automne 2023, alors que les actions n'avaient baissé que jusqu'à la fin septembre, début octobre 2022. Donc ça avait été un choc avant tout plus flationniste que stag. Là, ce qu'on peut penser, c'est que c'est un peu plus stag que flationniste. Donc il y aura probablement des points d'entrée sur le marché obligataire qui se sont bien tendus sur la partie, en particulier sur la partie longue, avec des rendements qui ont augmenté, ça dépend des pays, mais 30, 40 points de base, 50 points de base. Je pense que si les conséquences récessives finissent par l'emporter au cours des prochains mois sur les conséquences inflationnistes, il y aura des points d'entrée intéressants sur le marché obligataire. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des points d'entrée aussi sur le marché d'actions. Simplement, il faudra plus jouer les secteurs, les pays qui ont le plus souffert, en particulier les cycliques qui ont bien souffert, sans doute parfois un peu excessivement. Voilà. Mais tout va dépendre, encore une fois, de la situation géopolitique. D'accord. Et donc, sur les autres actifs financiers, par exemple sur l'immobilier, sur l'or, qu'est-ce qu'on peut essayer d'en déduire? Alors, il faut quand même savoir que lors des chocs stagflationnistes des années 70, l'immobilier en France et aux États-Unis avait bien résisté. Mais c'est parce que les taux d'intérêt réels étaient négatifs. Voilà.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'immobilier en particulier l'immobilier résidentiel, parce que l'immobilier de bureau connaît quand même des difficultés structurelles un peu plus fortes. Donc l'immobilier résidentiel qui avait connu une reprise des transactions en 2025, en partie grâce à la baisse des prix qui a eu lieu depuis 2022 et grâce à la légère inflexion à la baisse des taux, risque d'être interrompu. Ça ne va pas être un gros retournement, en l'état actuel des choses, ça ne va pas être un gros retournement, mais il y a un effet taux plus un effet incertitude qui joue, parce que c'est quand même des choix de long terme pour les particuliers. Ça peut interrompre un petit peu la dynamique, voire légèrement l'inverser. Après, au fur et à mesure de la normalisation, ça reprendra. Voilà. Donc, alors sur l'or, peut-être, je n'ai pas répondu sur l'or. L'or, d'habitude, performe bien quand il y a des conflits géopolitiques. Alors là ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ça peut arriver comme dans la première phase, d'ailleurs, de tension géopolitique, ça ne marche pas parce que déjà, avant, ça a déjà été un peu anticipé, donc l'or a beaucoup progressé. C'était le cas avant l'entame de la guerre d'Ukraine, le 24 février 2022, il avait beaucoup progressé avant, donc il y a eu un aspect momentum qui a joué défavorablement. Ensuite, on sait qu'un certain nombre d'investisseurs américains qui avaient beaucoup parié sur l'or, avec justesse, mais pour faire face aux vagues de rachat, ont dû se débarrasser des plus-values, et donc là où il y avait le plus de plus-values, ce n'était pas tellement sur les cryptos, des choses comme ça, comme c'était le cas avant, c'était plutôt sur l'or. On sait aussi que le dollar montant, les taux d'intérêt réels montant également, ce n'est pas favorable pour l'or. Ce sont deux déterminants de deuxième ordre, mais qui peuvent jouer quand même de façon non négligeable. Et on sait qu'un certain nombre de banques centrales aussi, ce sont pour des raisons macro-financières, dégagées un petit peu du marché de leurs réserves d'or. Donc tout ça a joué en faveur d'une baisse de l'or dans un premier temps, mais depuis on voit que ça rebondit. Là on est à 4006, 4007, et je pense qu'il faut garder aujourd'hui une position de moyen terme favorable sur l'or. D'accord. On va terminer un peu avec l'avenir. Dans les 2, 3 ans, 4 ans qui viennent, de votre point de vue, sur un horizon donc un petit peu plus long. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour un épargnant ? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans son portefeuille ? Qu'est-ce qu'on peut espérer à cette sortie de crise ? Voilà, quelle est votre opinion là-dessus ? Après, la structure du patrimoine des épargnants français, là je crois que vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais de toute façon, il faut négliger aucune classe d'actifs. Il faut être très diversifié. Alors après, il y a les contraintes de liquidité, il y a le poids des passifs, il y a le cycle de vie. Ça, je n'ai pas le temps, dans le cadre de cette interview, de faire un cours complet. Mais je crois qu'il faut diversifier. Il faut réfléchir à moyen terme. Et je dirais que par rapport aux épargnants français, que je connais quand même pas mal depuis une 50aine d'années, pratiquement que je suis ça, je dirais que leur biais un petit peu trop averse au risque plaide quand même en faveur du meilleur actif en termes d'espérance de rentabilité ajustée du risque à moyen et long terme, c'est-à-dire les actions, qu'elles soient cotées ou non cotées, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, en particulier les small caps françaises qui sont très peu chères, qui n'ont pas bien performé au cours des dernières années, c'est vrai, mais si on se projette sur un horizon long, ce sont de bonnes valeurs. Et puis, je crois que sur un horizon long également, au sein des actions, il faut aussi privilégier non seulement les small caps françaises, dans lesquelles il y a plein de choses très positives qui se passent dans un certain nombre de secteurs, mais il faut aussi privilégier des valeurs qui risquent de bien performer, même si aujourd'hui elles sont chères. Je pense en particulier les valeurs de défense, parce que là, c'est quand même un mouvement séculaire auquel on a à faire face depuis quelques années et qui va très probablement se confirmer au cours des prochaines années. C'est très clair, Jean-Pierre. Écoutez, merci d'être venu ce matin et nous sommes impatients de vous revoir au prochain Carac Éco et Marché. Absolument, avec plaisir.